lieu de commander 3000 mètres de moquette, il fallait en commander 8000. Il fallait, enfin, toute l'intendance changeait et on n'était toujours que 4. Quand on est arrivé dans le hall 8, c'est comme quand on quitte la maternelle et qu'on rentre dans la grande école. D'un coup, on se dit, on est chez les grands. Là. Et d'un coup, on passe dans un autre monde. Et on se dit, là, il faut assumer. Parce que jusqu'à présent, c'était facile, il y avait 3-4 000 mètres carrés à remplir, ça allait vite. Oui, mais là, c'est vrai que c'est, dirait, en anglais, on va dire que c'était un gap. On franchit un cap. Là. C'est très très différent. Tout s'est déroulé aussi, l'infrastructure qu'il fallait rajouter en plus, tous les prestataires de services qu'on n'avait pas à la gare de la Bastille. Là, Et on a toujours été 4 jusqu'à il y a peu de temps. Et c'est vrai que c'était... mais c'était très excitant. Pour être tout à fait franc, on présentait aussi un petit peu ce qu'on nous amenait et ce qu'on nous disait, tiens, j'ai telle voiture à montrer, si tu veux, je t'amène ça. Ou quelques pièces très exceptionnelles. Et on n'avait pas vraiment des thématiques comme on a fait. En fait, les thématiques, je pense que la première exposition vraiment thématique, c'est le Club de l'Âge qu'il avait faite quand il nous avait amené. Patrick Delage avait amené plusieurs Delage D8 et on avait fait une exposition. Ça, en fait, ça nous a donné l'idée de faire une exposition thématique. C'est pareil, c'est dans les années 90. Ouais, dans le 2-1 toujours. On est resté très longtemps dans le 2-1. Dans le 2-1 qui... alors lui... Et ce qui est amusant, c'est qu'on a fait tous les halls de la porte de Versailles, même surtout ceux qui ont été démolis. Mais on est passé dans tous les halls parce qu'en fait, on passait dans les halls au gré d'abord de nos besoins en mètres carrés et aussi des disponibilités parce que nous, Rétromobile, on était un petit salon, hein. On n'existait pas par rapport aux autres. On nous casait là où on pouvait. Et puis petit à petit, on est quand même devenu un petit peu plus grand jusqu'au jour où on est arrivé dans le 2-1 et là, le 2-1, on y est resté un bon nombre d'années. D'abord, les exposants aimaient beaucoup ce hall. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une grande allée centrale et on se disséminait à droite, à gauche. Et quand on est sorti du 2-1, les gens râlaient. Ceci dit, ils râlent de toute façon chaque fois qu'on change de hall. Donc mais ils râlent toujours, hein, t'inquiète pas. C'est pas grave. Quand on est arrivé à la porte de Versailles, c'est vrai qu'on était un tout petit salon. On était sur 10 jours, puisque c'était le format des salons, c'était 10 jours. Et nous, on pensait que c'était le meilleur moyen pour rentabiliser, puisqu'il y avait 2 week-ends. Il faut dire qu'on avait beaucoup moins de presse que maintenant. D'abord, il y avait moins de presse, mais quand on a eu la première année, en 76, je me souviens, on a eu la télévision qui est venue. Et ça, pour nous, c'était avoir un reportage à la télévision, c'était extraordinaire. Mais les gens ne se précipitaient pas pour venir faire des reportages sur Rétromobile. Bon nombre d'émissions, on les a eues par le biais de copains. C'était des copains qui travaillaient à la télé, un qui était reporter et qui traînaient un petit peu les équipes photographes vers nous. Il y avait beaucoup de salons, comme il y en a toujours beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont disparu. Il y a notamment, pendant un moment, on était en même temps que le salon de la voiture de course, qui était un salon très important, qui était, si vous voulez, dans l'échelle, le salon de la voiture de course, il était là et Rétromobile était là. Hein, voilà. Et puis petit à petit, ça a fait ça, et un jour, le salon de la voiture de course s'est arrêté. Et les gens qui s'intéressent à la Formule 1, les voitures de course, ce qu'ils aiment, c'est les voir courir. Que d'un seul coup, les voir poser sur un bout de moquette, c'est quelque chose d'extrêmement statique. Une voiture ancienne, on le comprend un peu plus, mais celle qui a gagné Le Mans l'année dernière ou celle qui va peut-être gagner l'année prochaine, Et c'est dommage parce que c'était un beau salon, c'était très, très intéressant et on a travaillé d'ailleurs un petit peu avec eux, on a travaillé même quelquefois dans des bureaux adjacents et on était concurrents sans être concurrents. Et eux aussi étaient sur 10 jours. Et on est resté sur 10 jours jusqu'en 2011. En fait, c'est un petit peu la limite de la porte de Versailles, c'est qu'on ne peut pas faire rouler les voitures sauf Thierry, lui, arrive quand même à faire des tours aux voitures d'avant 14, les militaires avec des chars. J'avais lancé les démonstrations. Voilà. Et les démonstrations, ça a un énorme succès parce que les gens, en fait, quand vous êtes dans une automobile, il y a l'automobile, mais il y a le bruit et il y a l'odeur. Et là, tout d'un coup, il y a tout. Alors que dans le salon, il y a un petit peu quand même l'odeur, mais il n'y a pas le bruit. Voilà. Alors, nous, on avait mis une règle pour les constructeurs, on ne voulait pas de véhicules modernes. On ne voulait aucun véhicule moderne. Ce qui était quelquefois un petit peu compliqué avec les constructeurs, parce qu'eux, il fallait quand même qu'ils justifient de leur présence. Donc on leur avait dit, ce que vous pouvez, c'est amener à ce moment-là un concept car ou une voiture de course ou quelque chose qui ne soit pas de la production. Et grâce à ça, on a eu des constructeurs qui nous ont amenés et on a montré au public des voitures qui n'avaient
pas l'habitude de voir. Et ça a toujours été d'ailleurs un peu notre cheval de bataille, c'était de montrer ce qu'on ne voit pas ailleurs. Mais ça a pris tellement d'importance que maintenant les constructeurs présentent un modèle d'exception, mais ils ne l'ont pas présenté ailleurs. Ils disent la première, ça va être un rétromobile. Oui. Parce que c'est un support de communication maintenant qui est international et qui pour nous est incontournable maintenant. Et puis c'est légitime qu'un constructeur présente un véhicule de l'année parce qu'il a fabriqué l'histoire et il la continue. Donc quelque part ça s'implique dans l'histoire des constructeurs et de l'automobile. C'est vrai que ce passage de 10 jours à 5 jours, il a été un petit peu compliqué au niveau des relations avec certains exposants au début. Ouais, mais ça s'est passé assez bien finalement, très rapidement. La première année, ils ont compris que ça leur coûtait pas beaucoup, non, plus cher d'être sur 5 jours parce qu'en fait, ils avaient beaucoup moins de frais. Ils avaient beaucoup moins de frais d'hôtel, moins de frais de restaurant, puis ils partaient moins longtemps de chez eux, donc ils pouvaient continuer à travailler chez eux. Au niveau poids, au poids dimension, oui. Le T100, à l'époque, c'était un des plus gros camions construits au monde, donc dans les années 60. Et c'est un camion qui avait été construit par la société Berliet, la grande société Berliet. Et donc, il fallait, pour aller transporter des éléments de recherche pétrolifère, donc des éléments des derricks. Parce qu'à l'époque, les derricks, on les transportait dans le désert, mais ils les séparaient en 15, 20, 30 morceaux, 30 convois. Et le T100, lui, en fin de compte, il démontait qu'en 3 parties. Et il était tellement gigantissime, 5 mètres de haut, 5 mètres de large, 15 mètres de long, un pneu, 1 tonne, avec par contre des pneus basse pression au sol, c'était pas plus lourd qu'un chameau. Et donc ce Berliet T100 a permis donc de diminuer bien sûr le nombre de trajets pour amener tout le matériel. Et en plus, avant, il fallait tracer des voies dans le désert, donc des pelleteuses qui enlevaient le sable, les cailloux, que le T100 était tellement grand qu'il n'avait pas besoin de piste. Il traversait, il passait les dunes, donc c'était un engin merveilleux qui a gagné un temps fou, quoi. Il allait tout droit. D'ailleurs, il y avait une grosse boussole, l'autre il prenait c'est le cap, c'est tout droit, comme un transatlantique. Donc il y a eu 3 camions, il y en a eu 5 T100. Et il y a à peu près, je connaissais le camion depuis de nombreuses années, et dans les années 80, alors tous ces camions-là, il restait 2 camions dans la société de recherche pétrolifère dans le Sahara, mais qui étaient préservés, un peu comme des talismans un peu. Des reliques. Et Berliet a eu l'autorisation d'en récupérer un, et ils ont envoyé une équipe, et comme ces camions-là étaient quand même extrêmement robustes, ils ont réussi à le remettre en route et l'ont ramené par la route. Tout le trajet s'est fait, sauf en France, parce que là, c'était interdit. C'est normal, c'est interdit, on est en France. Et là, par contre, ils l'ont tracté jusqu'à la Fondation Berliet. Ça, c'est dans le 80-82. Et quand j'ai été voir la première fois le mastodonte, j'ai dit « ça, c'est ce qu'il nous faudra à l'automobile ». Mais entre ma première vision et l'arrivée à la porte de Versailles, il s'est passé 16 ans. À chaque fois, j'en ai discuté, bien sûr, avec notre camarade Nicolosi, avec François, puis Nico disait « ça c'est un truc, ça va être encore un boulot. Non, ça va être une galère à la dimension. » Il trouvait ça génial, mais il me dit « Non, laisse tomber. » Il n'avait pas tort. On reverra ça plus tard. Et on reverra ça plus tard. Je vois c'était plus tard. Et donc, je revois mes anciens de chez Berliet. Je dis « Bon, en fait, le T100, mais écoute, ce serait pas mal dans le 2.1 et tout. » Je dis « Écoute, j'en parle à Jean-Claude Madier qui me dit « Oh là, non, c'est trop bien et tout. » Il me dit, je sais pas ce que c'est, mais si tu me dis que c'est bien, on peut suivre. Et donc, je me débrouille par les autorisations de la Fondation Berliet. Là-dessus, je trouve le transporteur, société Préma, j'ai eu le téléphone de M. Philippe Préma, le PDG, je ne connaissais pas. Je dis, voilà, M. Préma, ce serait peut-être pour un éventuel transport, le Berliet T100, si vous connaissez. Là, il me dit, je vous arrête tout, pour le Berliet T100, je ferai n'importe quoi. Je dis, bon, ok, déjà, la réunion, terminé, c'est fait. Il me dit, je vous ferai payer que les frais techniques, je ne prendrai aucune marge là-dessus, c'est trop bien. Bon, très bien. Et là-dessus, il me dit, le transporteur arrive, il me dit, il faut qu'il démarre. Il n'est pas démarré depuis 1981. Donc j'ai dit, Et là, la remise en route a été terrible. Le moteur était en partie grippé, c'était l'enfer. Puis c'est un énorme V12, c'est un V12 Cummins. Et il y a un petit papy de la Fondation Berliet qui me dit, mais attends, moi j'ai bossé chez M. Cummins qui est à Lyon, c'est un jeune directeur à l'époque, j'ai pris ma retraite maintenant, mais je vais aller le voir. Je passe en vélo devant, il passe en vélo, ça s'arrête chez Société Cummins France, c'est énorme. Il rentre chez Cummins, il voit l'hôtesse d'accueil, je dis voilà, je suis monsieur Piémontais, je voudrais voir monsieur Heinzen, un truc comme ça, c'est un Allemand. Elle dit mais vous avez rendez-vous, c'est que c'est le président. Oui, mais non, j'ai pas rendez-vous, mais
Mais je le connais depuis très très longtemps. Bon, téléphone, et il dit hop. Et le PDG dit Monsieur Piémontez, ça fait 35 ans qu'on ne s'est pas parlé. Que puis-je pour vous? Il dit voilà, faut remettre en route le Tessan. Il dit un moteur Cummins doit démarrer. Et il a envoyé un camion avec 4 mécanos pendant une semaine. On a démarré le camion. Et il m'a dit combien je vous dois? Il me dit un moteur Cummins doit démarrer. On ne parle pas d'argent. Et pour finir, le Tessan, on a réussi à le transporter. Alors ça a été génial parce que rien que le transport, c'était une opération fabuleuse. Parce que faire Paris-Lyon, il a mis combien? 4 jours. Parce que ça faisait combien? 35 mètres de long, 5 mètres de large. Vous ne pouvez pas prendre l'autoroute, que des petites routes, que des départementales. Et je me souviens, le chauffeur Jérémy, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui travaille toujours chez Préma, il me dit, le premier voyage, je dis, c'était un problème, tu me téléphones et tout, parce que j'étais un peu fébrile sur le transport. Il me dit, bon alors Thierry, c'est Jérémy, bon, j'ai quitté Lyon, là, je m'arrête, je reprends demain matin à 6h, mais il y a un embouteillage, il y a un endroit spécial pour les convois exceptionnels sur cette route. Et là, il y a un embouteillage, plein de voitures, je vois des gyrophares, il doit y avoir un accident et tout. Non, ils fêtaient déjà l'arrivée du Tessan 50 km après la sortie déjà. Et des tas de voitures anciennes étaient autour, ils ont fait une fête autour du camion. Je dis, ce n'est que le début. Oui, il nous avait dit que certaines étapes, il me dit, j'avais l'impression d'arriver comme une étape du Tour de France. Ouais. C'était noir de monde, les gens qui attendaient le Et passage. c'est ça qui est génial, c'est quand l'événement vous échappe. Ouais. Et je me souviens, le démontage, on redémarre le camion, de fait que le hall soit entièrement vide. On sort, et là, je me souviens, on sort par la porte T, on arrive boulevard Victor, où il y a le grand rond-point et tout. Et là, le transporteur, je ne sais pas ce qu'il y avait, il était coincé par les travaux, il était de l'autre côté. Normalement, on le chargeait sur place, c'est pas possible. Oh, le chauffeur du Tessan, il dit, bon, les anciens de chez Berlin me disent, c'est pas grave, hop, lève là, il remonte boulevard Victor, il fait rond-point, toute sirène hurlante, tous les gens s'étaient arrêtés. Je me souviens, il a fait le tour, tout le tour, le rond-point, à boulevard Victor, redescendu boulevard Victor, en s'en service de la circulation. Les gens s'étaient arrêtés et tout, ils étaient pareil, une autre fête. Alors, on a quelquefois semé la zizanie. Je me souviens d'une autre fois où toi, tu avais semé la zizanie. C'est quand tu avais amené le moteur du vent